Les matins de France Culture, Guillaume Erner. La notion de toxique est au cœur de l'actualité. Je vais vous donner deux exemples dans quelques instants. Et c'est la raison pour laquelle nous avons invité deux chercheurs, Renaud Bécaud et Gwenola Lenaour. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Vous publiez un ouvrage collectif intitulé « Vivre et lutter dans un monde toxique ». C'est aux éditions du Seuil. Gwenola Lenaour, il y a aujourd'hui une information choc au sujet du glyphosate, avec une proposition de Bruxelles qui propose de prolonger pendant 10 ans cet usage de l'herbicide, un herbicide qui fait peur. Justement, qu'en pensez-vous ? Alors sur le glyphosate, il faut savoir qu'il y a plusieurs expertises, notamment de l'INSERM, une expertise collective de 2021, et du CIRC, le Centre international de recherche sur le cancer, qui mettent en avant les nombreux dangers du glyphosate pour la santé. Le CIRC le classe comme cancérogène probable, et l'INSERM fait état d'un certain nombre de problèmes, notamment des questions de perturbations endocriniennes qui sont mises en avant dans cette expertise collective. Mais de l'autre côté, les agences, notamment l'Agence européenne sur les produits toxiques, met en avant plutôt les incertitudes autour des effets sur la santé. Donc on retrouve quelque chose d'assez classique. D'un côté, des institutions sanitaires qui mettent en avant les dangers probables, et de l'autre, des agences réglementaires qui mettent en avant plutôt les incertitudes et qui recommandent de continuer à utiliser ces produits malgré ces incertitudes. Et donc on voit que les considérations économiques priment sur les considérations sanitaires, et les premières victimes sont les salariés, puisque ce sont les agriculteurs et les ouvriers agricoles qui utilisent ces produits, qui sont ensuite mis en danger et qui contractent des maladies professionnelles qui sont désormais assez connues. Et oui, et on voit aussi que ce terme, le mot de toxique qui figure donc dans votre ouvrage collectif, et là aussi dans une autre illustration au sujet d'un site de déchets toxiques, Stocamine. Ça se situe dans le Haut-Rhin, Renaud Bécaud, et il consisterait donc à enfouir 42 000 tonnes de déchets d'ici à 2027 dans ce lieu qui n'est pas n'importe quel lieu, puisque il est proche d'une nappe phréatique qui est la plus grande réserve d'eau potable d'Europe. Là aussi on voit qu'on n'en a pas fini avec les toxiques. Un mot sur ce site de Stocamine, Renaud Bécaud. Oui, alors une grande partie de ces déchets sont déjà enfouis. Là, la décision que le gouvernement est en train de vouloir prendre, ce serait de maintenir ces déchets, alors qu'on sait qu'il y a eu plusieurs expertises qui indiquent qu'il y aura nécessairement une contamination de la nappe phréatique. Il y a une incertitude sur le délai de contamination de quelques décennies à quelques siècles, mais il y a une certitude sur le fait qu'il y aura cette contamination à terme, alors que c'est la plus grande nappe phréatique d'Europe. Ce qu'on peut dire, c'est que ça soulève deux questions. Il y a eu beaucoup de mobilisation des collectifs de riverains, de collectifs de travailleurs, aussi de Stocamine depuis une vingtaine d'années maintenant, des travailleurs qui ont été exposés à des conséquences sur leur santé, notamment à l'occasion d'un incendie dans ce stockage en 2002. Et donc là, il y a une décision qui est prise malgré les alertes qui ont pu être portées par ces mobilisations collectives. Puis l'autre question que ça pose et qu'on retrouve dans toute une série de conflits sur les enjeux de pollution industrielle, c'est la mise en visibilité ou la mise en invisibilité de l'héritage toxique d'une période industrielle. Et là, en enfouissant, ce serait une manière de soustraire au regard cet héritage toxique. Et oui, parce que lorsqu'on lit votre ouvrage « Vivre et lutter dans un monde toxique », Renaud Bécaud, on se rend compte qu'on n'a pas conservé la mémoire des pollutions passées, des pollutions qui demeurent pour certaines d'entre elles et qui sont enfouies au sens propre comme au sens figuré. Effectivement, parlons de mémoire. D'ailleurs, on peut dire qu'aujourd'hui, on est le 21 septembre et qu'on commémore aujourd'hui les 20 ans d'AZF. Ce que je pense beaucoup de vos auditeurs ont oublié, l'accident d'AZF. Justement, rappelez-nous ce qu'était cet accident d'AZF à Toulouse. L'accident d'AZF, c'est une des dernières grandes catastrophes industrielles en France, donc qui remonte à il y a 20 ans, qui a provoqué 31 morts à Toulouse ce jour-là, et un nombre de blessés qui est discuté, en tout cas plus de 2500 blessés dans cette ville. Ça a été un traumatisme pour la ville de Toulouse, un traumatisme qui est toujours actif aujourd'hui. Et sur la mémoire de cette catastrophe, ce qu'on peut dire, ce qui est documenté par certains collègues toulousains, je pense en particulier à Olivier Saint-Hilaire, c'est qu'il y a une construction mémorielle qui
met en évidence certains éléments patrimoniaux de l'ancienne usine d'AZF, sur l'ancien site où l'usine a été détruite en très grande partie, mais que les aspects qui pouvaient le plus rappeler la toxicité de ce site ont été totalement soustraits au regard. Donc on retrouve la même problématique que celle de Stocamine, c'est-à-dire soustraire au regard l'héritage de la pollution industrielle. Ce qui est terrible, Gwenola Le Naour, c'est qu'on a l'impression que ces pages d'histoire que l'on feuillette en lisant votre ouvrage ne sont pas du tout achevées, qu'elles demeurent. 98% des Européens respirent aujourd'hui un air toxique. C'est par exemple un chiffre que l'on trouve dans le quotidien Libération. Vous employez un terme, un néologisme qui est assez effrayant, mais qui dit bien les choses, la pétrolisation. Expliquez-nous, Gwenola Le Naour, ce que ça signifie. Qu'est-ce que ça veut dire finalement, s'être habitué de cette manière-là à vivre dans un environnement toxique ? Alors, la pétrolisation, on l'a employée dans le livre, notamment pour désigner ce moment où s'implante une industrie pétrochimique sur des territoires. Donc, il faut se représenter notamment l'implantation d'une raffinerie. On peut prendre l'exemple du sud de Lyon, qui va radicalement modifier la physionomie du site, même si des industries polluantes étaient déjà implantées sur ce site, et qui modifie aussi son économie. C'est-à-dire que la pétrolisation, c'est l'exploitation des hydrocarbures qui ensuite vont permettre de produire tout un tas de dérivés, notamment les plastiques, mais aussi des produits pharmaceutiques, etc. Alors cette pétrolisation, elle a longtemps été décrite comme une success story, c'est-à-dire l'idée que on avait une victoire des industriels, une exploitation d'une énergie nouvelle, mais on a oublié que la mise en place de ces raffineries un peu partout, on peut reprendre l'exemple de Fos, l'exemple de Lyon, mais d'autres endroits où on a implanté des raffineries, c'est la destruction d'un certain nombre d'écosystèmes et de paysages, et puis des effets sur la santé pour les populations qui s'en sont inquiétées dans la plupart des cas dès le début de l'implantation. Et souvent, on a oublié ces craintes et on a assez peu de certitudes sur les effets sur la santé. Il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup de choses à développer pour pouvoir mesurer les effets à la fois sur la santé et sur l'environnement de cette pétrolisation du monde. Mais alors, Renaud Bécaud, est-ce que ça veut dire que rien n'a changé? Parce qu'il y a eu une série de catastrophes. Alors, vous venez d'évoquer la catastrophe AZF, mais il y a eu aussi d'autres précédents, hélas. Avant cela, il y a eu aussi des pollutions qui sont peut-être des pollutions plus sournoises. Par exemple, vous évoquez l'exploitation du gaz de lac dans votre ouvrage. Est-ce que des enseignements ont été tirés? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a malgré tout une réaction des pouvoirs publics? Ou alors, comme le montre l'autorisation du glyphosate, ou bien la manière dont aujourd'hui on considère que des déchets peuvent être enfouis dans le site de Stocamine, aucune leçon n'a été tirée? Alors il y a évidemment des leçons qui ont été tirées après chaque catastrophe, et souvent ça intervient après des catastrophes. Il y a quasiment systématiquement une révision des réglementations qui encadrent les risques industriels et la pollution industrielle. Ça a été le cas après la catastrophe de Feyzin, donc explosion de la raffinerie en 1966. Il y a un processus réglementaire qui se met en place et qui aboutit en 1976 avec l'adoption de la loi sur les installations classées pour la protection de l'environnement. Ça a été le cas également après l'accident d'AZF qu'on a évoqué, avec ce qu'on a appelé par la suite la loi Bachelot sur les risques industriels, donc une loi de 2003. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que cette semaine, l'Amaris, qui est l'association des maires des communes qui subissent des risques industriels, a dressé un bilan de cette loi Bachelot en considérant et en disant assez fermement que ça leur semblait être un échec globalement. Parce qu'on n'y voit pas très clair, justement, Renaud Bécaud. Alors, si je prends une catastrophe plus récente, la catastrophe de Lubrizol à côté de Rouen, il y a un scénario, et vous le dites très bien dans votre livre, il y a un scénario qui se reproduit à chaque fois, une catastrophe intervient, les pouvoirs publics disent vous n'avez rien à craindre, et puis quelques temps après, parfois peu de temps après, on s'aperçoit que les choses sont plus compliquées que cela. Que sait-on sur Lubrizol aujourd'hui ? Alors que sait-on sur Lubrizol, sur l'impact sanitaire de Lubrizol? Il y a une enquête, un suivi épidémiologique qui a été mis en place par Santé publique France, qui va commencer à remettre ses premiers résultats dans les prochains mois, mais les résultats vont pouvoir s'étaler sur plusieurs années. Donc pour le moment, c'est une manière de diluer le toxique. Effectivement, sur l'impact écologique et sanitaire de cette catastrophe, pour le moment, on sait assez peu de choses. Par contre, on sait aussi que des collectifs de riverains
dès la journée de la catastrophe, ont essayé de mobiliser d'autres formes de production de savoir que celles des agences publiques. Et en particulier, les collectifs de riverains à Rouen ont mobilisé l'Institut éco-citoyen sur la connaissance des pollutions, qui est basé à Fos-sur-Mer, mais qui a développé un certain nombre de méthodologies qui permettent de mettre en lumière certains toxiques, certaines catégories de polluants qui ne sont pas forcément mesurés par les agences publiques. Oui, puisque Gwenella Lenaour, justement, dans votre livre, vous revenez sur la manière dont les populations se sont saisies finalement de cette question épistémique, c'est-à-dire produire du savoir sur les toxiques auxquels on est exposé. Parce qu'il est évident que le savoir est une arme dans ce contexte-là et que cette arme-là, elle peut être, je ne sais pas quel terme employé, confisquée ou masquée en partie par les pouvoirs publics dans un souci d'efficacité économique. Alors oui, on peut parler de rapport de force, mais ce rapport de force, c'est pas seulement les pouvoirs publics qui le maintiennent, c'est surtout les industriels qui détiennent le monopole de l'expertise légitime sur les risques industriels. Ce sont les industriels qui produisent eux-mêmes les études, ou en tout cas qui les financent, les études qui portent notamment, je pense aux études de danger qui sont produites au moment de l'installation ou de l'extension des entreprises classées pour l'environnement. Donc il est demandé aux industriels de produire des études de danger. Le problème, c'est que les industriels sont jugés partis et donc ces expertises, ces études sont toujours sujettes à caution. En tout cas, elles suscitent les craintes des habitants qui n'ont pas confiance dans ces expertises et dans ces études et qui demandent l'utilisation d'autres méthodes, la production d'expertises indépendantes pour documenter les dégâts environnementaux et sanitaires. Et donc, dans le livre, on voit un certain nombre d'innovations épistémiques, pour reprendre le terme de la chercheuse nord-américaine Gwen Oettinger, c'est-à-dire des habitants qui vont, avec des chercheurs institués, donc on va être dans des dispositifs de recherche collective avec des habitants et des chercheurs, qui vont mettre en place des nouvelles méthodologies qui visent à documenter ces atteintes sur la santé. Je pense aux indices de soupe toxiques, qui sont des moyens de mesurer les cocktails de polluants dans l'air, les seaux pour prélever l'air et pouvoir produire des mesures. Donc toutes ces inventions sont destinées à produire des savoirs alternatifs et à pouvoir modifier le rapport de force avec les industriels, mais c'est extrêmement compliqué puisque ces savoirs sont toujours critiqués comme moins scientifiques ou non scientifiques, et donc il y a ce besoin de légitimité pour les habitants pour faire reconnaître les savoirs qu'ils produisent. Vous le racontez fort bien dans Vivre et lutter dans un monde toxique. Renaud Bécaud, Gwenella Lenaour, on se retrouve dans une vingtaine de minutes. On va évoquer ce terme toxique qui est devenu extrêmement polysémique, à la fois à prendre au sens propre comme au sens figuré. Nous serons en compagnie d'une philosophe psychanalyste, Clotilde Le Guil, qui publie L'ère du toxique, essai sur le nouveau malaise dans la civilisation. C'est aux Presses universitaires de France, aux environs de 8h20. En attendant, il est 7h56. Sur France Culture. 6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Et oui, toxique au sens propre, c'est le thème de l'ouvrage collectif que vous avez dirigé, Renaud Bécaud et Gwenella Lenaour. Vous êtes deux chercheurs, vous publiez Vivre et lutter dans un monde toxique aux éditions du Seuil. Toxique, c'est un mot qui a une fortune indéniable puisqu'il est utilisé dans différents sens. Et Clotilde Le Guil, bonjour. Bonjour. Justement, vous donnez un sens plus pur au mot de la tribu puisque vous publiez L'ère du toxique, essai sur le nouveau malaise dans la civilisation aux Presses universitaires de France. Toxique, c'est à l'origine un mot grec, c'est une flèche, expliquez-nous. Oui, alors je me suis intéressée d'abord au mot lui-même parce que j'ai été frappée par le fait que ce mot avait aujourd'hui une nouvelle extension dans notre langue qui n'existait pas au XXe siècle, et que ce mot avait fait son entrée pour parler du malaise, de la souffrance, de l'angoisse, dans le champ du rapport à l'autre, dans le champ de l'intime, dans le domaine des relations amoureuses et sexuelles, et même dans le champ du travail et du lien social. Donc, effectivement, ce terme s'est répandu de façon virale. Il ne faisait pas d'ailleurs au départ partie de ma langue, et finalement, je m'y suis intéressée aussi parce que je l'ai beaucoup entendu dans la bouche des jeunes patients qui parlent de leur souffrance. Et
je me suis demandé si on pouvait lui donner une épaisseur, si on pouvait l'interpréter et s'il disait quelque chose du malaise de notre moment. Et effectivement, je me suis intéressée à cette archéologie du toxique, et j'ai découvert justement que ce terme qui sonne hyper moderne aujourd'hui ne vient pas seulement du champ de l'écologie, mais que c'est un terme grec, le toxikon, qui est distinct du pharmakon et qu'on trouve dans certains grands textes. Il faut nous rappeler ce qu'est le pharmakon et le toxikon. Oui, alors le pharmakon, c'est un terme qui désigne à la fois un poison et un remède qu'on rencontre par exemple chez Platon. Jacques Derrida a beaucoup commenté la question du pharmakon chez Platon. Et donc cette question du toxikon renvoie à un autre sens, qui est le sens d'un poison extrêmement violent dont on imprégnait les flèches dans la guerre et dans la chasse et qui se diffusait si vite dans le corps qu'il mettait en danger le vivant lui-même. Mais alors, dites-moi, Renaud Bécaud, vous qui êtes chercheur en histoire, dans votre ouvrage où il est question du toxique, cette fois-ci au sens propre, justement, le pharmakon, c'est un peu le pétrole, c'est à la fois le remède et le problème quand vous parlez de pétrolisation de notre société, c'est-à-dire la manière dont le pétrole s'est immiscé à réorganiser les choses, au point donc justement d'empoisonner l'air, parfois les nappes phréatiques, c'est exactement cela aussi. Oui, effectivement, nous, ce qui nous a intéressé dans ce livre, c'est de mettre en dialogue des études territorialisées sur différents territoires de la pétrochimie à l'échelle mondiale. Il y a des études en Italie, en France, aux États-Unis dans ce livre. Et ce qui nous intéressait dans ce terme de toxique, c'est de voir comment les populations à l'échelle de ces territoires définissaient leur expérience toxique ou pas. C'est pas forcément le terme qu'elles utilisent tout le temps, mais leur expérience, c'est de dire qu'il y a un préjudice pour leur santé pour différentes raisons. Et donc, comment elles définissaient ce préjudice-là? Eh oui, préjudice, Clotilde Le Guil, vous qui êtes à la fois philosophe et psychanalyste, on voit qu'il y a un lien très fort entre la notion de toxique et la notion d'angoisse. Vous avez travaillé aussi sur l'angoisse. Oui, effectivement, le toxique, je l'ai aussi exploré comme expérience. Qu'est-ce que c'est que cette expérience toxique dont on n'arrive pas exactement à déchiffrer la cause, mais qui évoque quelque chose qui touche à l'angoisse et qui évoque évidemment un poison qui se serait répandu dans notre corps. Et donc cette expérience toxique, je m'y suis aussi intéressée dans la suite du travail que j'avais fait dans mon livre précédent, Céder n'est pas consentir, qui était un travail d'interprétation de l'expérience du consentement et de toute la difficulté pour le sujet lui-même, quelquefois, à distinguer les expériences où il consent véritablement depuis un désir et les expériences où il se sent en quelque sorte forcé, voire où il se force lui-même, voire où il cède à une situation traumatique. Et l'ère du toxique, ce nouvel essai est pour moi la suite de Céder n'est pas consentir, parce que j'y explore cette expérience toxique qui est bien souvent une expérience dont on s'aperçoit de la toxicité seulement après coup, c'est-à-dire que sur le moment, lorsqu'on la vit, elle peut renvoyer à une forme de jouissance, elle peut procurer un certain plaisir, et à un certain moment, quelque chose de ce plaisir va basculer dans la douleur, dans le forçage, et c'est souvent lorsqu'il est un peu trop tard qu'on s'en aperçoit. C'est-à-dire il y a cette dimension d'après-coup, et l'expérience toxique renvoie à une expérience qui est presque en deçà du consentement. On ne sait pas très bien si on a consenti. Alors, comment expliquez-vous cela, puisque vous êtes aussi psychanalyste, comment cela se fait-il que le toxique soit découvert a posteriori souvent ? Bien, justement, c'est ce que j'ai essayé d'explorer, c'est-à-dire que finalement, si on prend au sérieux le mot, alors il renvoie à ce toxicone, il renvoie aussi au sens du toxique comme stupéfiant, comme drogue, comme brise-souci, comme disait Freud. Et le toxique en ce sens-là, c'est aussi ce qui, en tant que substance, peut alléger l'angoisse, peut procurer un certain plaisir. C'est le sens aussi qu'employait Baudelaire lorsqu'il parlait des paradis artificiels,
artificiel, du doux poison qui produit une volupté. Et c'est le sens qu'on trouve chez Freud dans Le malaise dans la civilisation, où d'emblée, Freud évoque ce qu'il appelle les substances toxiques, le brise-souci, ces substances qui nous permettent d'alléger immédiatement notre malaise en modifiant quelque chose finalement en notre corps. Et donc, pour répondre à votre question, Guillaume Erner, je dirais que peut-être qu'on peut entendre aussi dans l'expérience toxique au sens là métaphorique, qu'il est question dans un premier temps d'éprouver quelque chose comme un plaisir, comme une jouissance qui peut même produire une forme d'addiction dans un rapport par exemple amoureux et sexuel. Sans qu'on aperçoive, au fond, qu'on en vient à se laisser intoxiquer par un poison qui au départ est un doux poison et qui finalement va se transformer en poison dangereux. Et une fois qu'il coule dans nos veines, en quelque sorte, on ne peut pas s'en défaire parce qu'il fait partie de notre corps et il est question de savoir justement comment s'en dégager. Il y a dans votre livre des pages très éclairantes sur Emma Bovary qui est l'incarnation probablement de l'intoxication amoureuse, parce qu'à la fois c'est ce dont elle a besoin, c'est ce qu'elle cherche, et c'est aussi ce qui va contribuer à la faire périr, Clotilde Guille. Oui, j'ai voulu montrer que Flaubert était finalement peut-être un des premiers à avoir exploré ce qu'on appelle aujourd'hui l'amour toxique, qui est un syntagme, voilà, qui fait vraiment partie du discours de notre temps. Et donc j'ai voulu proposer une nouvelle interprétation de Madame Bovary à partir de cette grille de lecture depuis le toxique, puisque comme vous le savez, Madame Bovary s'achève sur une scène d'empoisonnement à l'arsenic que Flaubert a pris beaucoup de soin finalement à détailler, à décrire, et dont il dit d'ailleurs lui-même qu'il s'est senti empoisonné après l'avoir écrite. Et finalement, j'ai interprété cette scène d'empoisonnement finale comme disant quelque chose de son empoisonnement à elle, de son intoxication à l'amour et de son intoxication au mot d'amour qu'elle a découvert dans la littérature. Bon, mais on pourrait aussi se dire qu'Emma Bovary, justement, ça... malédiction, c'est de ne pas avoir rencontré des hommes qui étaient à la hauteur de la pureté de son amour. Ces hommes ne la méritent pas, et c'est ça en fait qui est toxique dans son existence et qui l'a conduit à sa fin. Je suis contente de vous entendre dire ça. Oui, j'aime beaucoup cette interprétation aussi, en effet. Mais ce qui est intéressant tout de même, c'est de voir que les hommes qu'elle rencontre, Rodolphe, Léon, d'abord son mari, Rodolphe, Léon, sont des hommes au fond qui se substituent les uns aux autres dans son existence, et elle est quand même seule avec une forme de jouissance qu'elle recherche depuis une certaine idée de l'amour, depuis une certaine idée qu'elle a de devenir elle-même l'héroïne d'un roman et de jouir d'être cette femme qui a un amant. Il y a quand même quelque chose chez elle aussi qui est décorrélé de la rencontre véritable et qui a à voir avec cette jouissance qu'elle a dans l'amour. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement elle a une forme d'amour pervers au sens psychanalytique du terme parce qu'elle refuse de considérer l'autre comme une véritable subjectivité, Clotilde Guille? Ah non, alors là je suis pas du tout d'accord avec vous, Guillaume. Non, c'est vous qui êtes en train de dire ça, puisque vous dites que dans ces rencontres, eh bien, il n'y a pas de rencontre véritable. C'est-à-dire que finalement, ce que je veux indiquer par là, c'est qu'il y a quelque chose de sa jouissance féminine de l'amour, qui est une jouissance qui a été notamment décrite par Jacques Lacan. Il y a quelque chose dans sa jouissance féminine de l'amour qui la conduit, au fond, à ne pas rencontrer de limites dans ce qu'elle attend finalement de la rencontre. Et vous voyez bien que à la fin, Flaubert nous montre qu'elle est prête à tout perdre, qu'elle est ruinée et qu'elle est dans un dénuement radical, et c'est ce qui la conduit au suicide. Donc ce que je veux plutôt montrer, c'est la fragilité dans laquelle la met cette jouissance de l'amour qui ne rencontre aucune limite et qui ne lui permet pas finalement véritablement d'assumer un désir qui lui serait propre. Alors évidemment, on est très loin d'un monde toxique au sens industriel du terme, Gwenola Lenaour, ce monde que vous avez étudié dans Vivre et lutter dans un monde toxique, l'ouvrage que vous publiez aux éditions du Seuil, à ceci près que c'est nous-mêmes qui nous sommes intoxiqués avec les substances dont nous avons aujourd'hui besoin, et on est véritablement aujourd'hui aux prises avec ces substances-là pour s'en débarrasser. Gwenola Lenaour, qu'en pensez-vous?
Oui, alors on peut quand même dire que le fardeau, notamment de cette pétrolisation, il n'est pas porté de manière égale par tous, puisque les populations qui résident et qui vivent sur ces territoires vivent sur des territoires fortement contaminés. Ils respirent un air plus pollué que d'autres secteurs. Le sol est également pollué, l'eau est en partie polluée. Donc on voit qu'il y a des fortes inégalités sociales et écologiques autour de cette contamination, et que voilà les populations qui vivent dans ces territoires sont généralement des populations plus pauvres, plus précaires que d'autres populations, et donc ce fardeau de la contamination, il est inégalement réparti, et c'était aussi l'une des ambitions de ce livre que de réintroduire cette question des inégalités sociales, de la structuration sociale, et de montrer que nous ne sommes pas tous, nous ne portons pas tous ce fardeau de la même manière, même si nous avons tous bénéficié sans doute de cette pétrolisation du monde. Mais alors pourtant, dans les différents lieux que vous étudiez, je pense par exemple à Fézin, mais on pourrait revenir sur Lubrizol, Renaud-Bécot, ce sont des villes entières, qu'il s'agisse d'être riche ou pauvre à Lyon, à Rouen, peu importe, le toxique a été exposé, a été mis à côté de la ville et de tous ses habitants. Alors, dans le cas d'épisodes accidentels, oui, c'est le cas, par exemple, pour l'accident de Lubrizol. Par contre, au quotidien, les pollutions chroniques, ce sont quand même des cités qui sont plus paupérisées. Fézin est une ville qui est plus pauvre que Lyon, par exemple, et les habitants de Fézin portent le fardeau sanitaire. Il y a un point de discussion qui peut être commun à nos ouvrages, il me semble, c'est à la fois à votre ouvrage, le... Renaud-Bécot, qui traite donc du monde toxique au sens industriel du terme, et celui de la philosophe et psychanalyste Clotilde Le Guil, l'ère du toxique. Oui, le point de discussion qui peut être commun, c'est le fait qu'on découvre toujours la toxicité après coup, qu'il y a toujours des effets différés dans la façon dont on découvre une expérience toxique. Nous, on utilise dans ce livre sur la pétrolisation le terme de violence environnementale, qui est un terme qu'on travaille avec des collègues italiens, américains notamment, qui parlent parfois de violence lente. Ce terme de violence environnementale, il nous paraît intéressant pour penser à l'expérience toxique, parce que d'une part, ça désigne une atteinte physique à l'intégrité physique des habitants de ces territoires, mais une atteinte qui est souvent différée dans le temps. Et c'est ça qui rend difficile la reconnaissance du fait que c'est un acte violent. Alors, on a eu des discussions avec un certain nombre de collègues qui nous reprochaient l'utilisation de ce terme de manière trop souple, trop floue. Et ce qui nous semble important, et la raison pour laquelle on utilise ce terme de violence environnementale, c'est que quand on désigne ces phénomènes-là, ce sont toujours des phénomènes qui sont évitables, des actes qui sont évitables, et donc ça nous paraît important d'utiliser ce terme. Qu'en pensez-vous, Clotilde? Oui, j'ai vu aussi que vous utilisiez dans le cadre de cette problématisation de la violence lente, de l'intoxication, vous utilisiez aussi le terme de consentement, qui renvoie aussi là au champ de la vie intime, et qui questionne justement le fait qu'on puisse consentir à une intoxication. Il y a un autre thème qui est parfaitement en résonance avec l'actualité, Clotilde Le Guil, dans votre livre. Vous fondez là aussi sur un autre ouvrage, un autre récit, c'est celui de Musil avec les désarrois de l'élève Turles. Peut-être en quelques mots nous rappeler de quoi souffrait l'élève Turles et pourquoi la question du harcèlement, de relations toxiques entre jeunes est aujourd'hui parfaitement en résonance avec cela. Oui, ce récit de Musil, qui est son premier livre, Les désarrois de l'élève Turles, qui date de 1906, donc qui est vraiment contemporain de Freud, est un récit qu'on peut tout à fait lire aujourd'hui à l'aune de cette question qui nous préoccupe de près et qui préoccupe nos enfants, qui est celle du harcèlement scolaire. Musil est peut-être un des premiers aussi qui décrit une expérience toxique via la mauvaise rencontre avec des camarades dans un pensionnat militaire, du point de vue, alors non pas du harcelé ni exactement du harceleur, mais du point de vue de celui qui se retrouve témoin d'une entreprise de harcèlement, d'une manœuvre malveillante de ses camarades, et qui, en tant que témoin, en quelque sorte, ne parvient pas véritablement à prendre position, et se laisse faire, lui aussi, se laisse intoxiquer
par le fait d'assister à des séances où ces deux camarades, Weinberg et Reiting, tourmentent Basini, qui a commis un vol, qui a volé de l'argent dans le casier des camarades, et Weinberg et Reiting profitent en fait de ce méfait pour assouvir leur propre pulsion sadique sur ce camarade qui devient leur bouc émissaire. Et ce qui est très intéressant dans ce que montre Musil, c'est qu'il montre que Törless, donc qui est le témoin et qui est en même temps le personnage principal du livre, Törless en passe par un moment justement où il est intoxiqué par le discours que tient Weinberg, sur la nécessité de punir ce camarade, sur la nécessité de le tourmenter. Et Musil décrit très bien que ce discours s'imprègne en son corps comme 1000 flèches. Et il montre comment est-ce que Törless, d'abord, va assister et être un témoin passif, puis va éprouver une forme de jouissance à travers le regard, à travers le fait de voir ces scènes de tourment, et à un moment va basculer en participant lui-même à ce harcèlement. Le récit de Musil nous permet, Clotilde Le Guil, de nous rappeler qu'évidemment, le harcèlement n'a pas attendu l'existence des réseaux sociaux pour exister. La psychanalyste que vous êtes, comment observe-t-elle cela? Est-ce que ça signifie qu'il y a des harceleurs, des harcelés, un système, des relations toxiques entre les êtres? Peut-être qu'on peut dire déjà qu'aujourd'hui, il y a une sensibilité nouvelle à ces phénomènes. C'est-à-dire que on est dans un moment de la civilisation où la question de ce qui apparaît comme une expérience toxique n'est plus invisibilisée, mais appelle en quelque sorte un récit, appelle une reconnaissance. Donc ça, il me semble que c'est nouveau. Mais on peut dire aussi que, évidemment, les réseaux sociaux peuvent contribuer à une intensification des phénomènes de harcèlement. On le sait bien, et c'est là où on voit en quel sens il peut y avoir aussi une toxicité là d'un mode de lien social qui peut se faire finalement au détriment de la rencontre véritable. Mais est-ce que pour vous, il y a par exemple des personnalités qui sont des personnalités de harceleurs? Est-ce que cela requiert une certaine structure psychique? Alors moi, c'est vrai que j'ai pas abordé ça de ce côté-là, parce que ça, c'est un peu l'abord, disons, plutôt psychologique, qui consisterait à dire il y a des personnalités toxiques. Non, mais dans la clinique, par exemple, puisque vous êtes psychanalyste, est-ce que vous avez ce type d'idée? Est-ce que c'est quelque chose que vous rencontrez? Alors peut-être que dans la clinique, celui ou celle qui va venir dire quelque chose de sa souffrance, c'est plutôt celui qui va éprouver un harcèlement, se sentir en quelque sorte sous l'emprise d'un harcèlement, pas nécessairement d'ailleurs scolaire, qui peut être aussi un harcèlement au travail. Et au fond, ce sont plutôt ces sujets-là qui vont venir parler de leur souffrance que celui finalement qui s'engage dans un harcèlement et qui entraîne d'autres avec lui dans ce harcèlement. Et les relations toxiques au sens propre, je pense par exemple à ce que vous évoquez lorsque vous écrivez sur Sade. Vous parlez à la fois de Sade et de Kant dans une sorte de mise en regard. D'un côté, un impératif moral très fort, de l'autre, un impératif qui n'a plus rien de moral. C'est un face-à-face qui résume l'époque pour vous, Clotilde Le Guil? Oui, il me semble que cet écrit de Lacan qui s'intitule Kant avec Sade a vraiment aujourd'hui une actualité qui est véritablement troublante. Parce il faut choisir son camp. Justement, il faut s'extraire à la fois du surmoi kantien qui... Alors le surmoi kantien, il faut nous expliquer. Alors du surmoi dans sa version kantienne, c'est-à-dire de ce surmoi qui nous conduit en quelque sorte à sacrifier notre désir au nom d'un devoir moral, mais d'un devoir moral qui peut aussi nous faire souffrir. Et il y a une autre face à ce surmoi qui a été décrite par Lacan, qui est le surmoi qu'il appelle sadien, puisque Lacan a proposé là une lecture vraiment inédite de Sade, en fait à partir de Freud, et qui serait plutôt le surmoi auquel on a affaire aujourd'hui, qui est un surmoi qui invite aussi à sacrifier son désir en quelque sorte et à forcer son consentement, mais au nom de la jouissance. Et c'est pourquoi je l'appelle le surmoi toxique. Et finalement, ce qui arrive à Törless dans le roman de Musil, je l'interprète à partir de cette instance du surmoi toxique qui est extrêmement contemporaine et qui est aussi une instance qui est en chacun et qui ne vient pas uniquement de l'autre, d'un autre qui serait méchant, mais qui est en chacun et qui peut nous conduire nous-mêmes, au fond, à dériver vers quelque chose qui est de l'ordre de la destruction
destructivité à l'égard de l'autre et aussi à l'égard de soi-même. Mais là aussi, il y a l'idée, vraie ou fausse, justement, j'aimerais avoir votre avis, Clotilde Le Guil, que dans cette époque marquée, c'est un terme sur lequel on a beaucoup glosé, par la décivilisation, l'époque manque de surmoi. Elle manque d'une volonté d'incarner une époque morale et juste au profit d'une sorte de jouissance personnelle qui ferait fi des autres. Moi, je ne dirais pas que l'époque manque de surmoi, puisqu'on a affaire à une nouvelle forme de surmoi, au fond. Je dirais plutôt que nous sommes dans un moment où peut-être qu'à travers ce terme de toxique, on tente de distinguer quelque chose de ce qui procure une jouissance et de ce qui serait de l'ordre du désir véritable, du désir qui, lui, finalement, permet aussi de trouver sa place dans la civilisation et d'apporter quelque chose à la civilisation, au lieu finalement d'être dans une pulsion de mort, qui met à mal à la fois le sujet, le rapport à l'autre et la civilisation. C'est-à-dire que la jouissance éclipserait le désir ? Voilà, c'est exactement ça. C'est une thèse que je soutiens aussi à partir de ce que Lacan a pu montrer de la jouissance comme pouvant comporter une phase nocive. Et il me semble qu'entre les années 70, où on a peut-être cru avec la libération sexuelle que finalement, en libérant la jouissance, on allait aussi rencontrer son désir, on est dans un autre moment aujourd'hui, qui se réfère d'ailleurs aussi au vivant, un moment où on s'interroge sur la jouissance et où on s'aperçoit qu'à ne suivre que la jouissance, on finit par rencontrer le toxique. Merci. Clotilde Le Guil, L'ère du toxique, c'est l'ouvrage que vous publiez aux Presses universitaires de France, Essai sur le nouveau malaise dans la civilisation, tandis que Renaud Bécaud et Gwenella Lenaour publient Vivre et lutter dans un monde toxique, c'est aux éditions du Seuil. Voici maintenant mes camarades François Saltiel et Lucille Como.